Okapi, c'est bien plus qu'une marque. Spécialisée dans la conception et fabrication de produits électroniques tels que téléphones, ordinateurs, voitures et motos électriques, nous plaçons la satisfaction au cœur de nos priorités. À travers plusieurs projets majeurs en cours de réalisation, destinés à renforcer le développement technologique de l'Afrique et du monde, Okapi, l'innovation propre. Brassage, mixage, mariage, ce triptyque serait-il la cause des infiltrations à répétition que connaît la RDC depuis près de 3 décennies maintenant? Est-ce qu'il existe des pays où il n'y a jamais eu d'infiltrés et que faire pour essayer de se préserver de ces infiltrations, comme on l'a dit, à répétition ici dans notre pays? Pendant ce temps, on assiste quand même à l'arrestation ou à plusieurs arrestations des hauts officiers ou des officiers militaires. Certains sont déférés devant la haute cour militaire. Ça se posait la question de savoir qui protège qui ou qui ne protège pas qui. Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Dites-nous la vérité, qui a le plaisir de recevoir ce soir un avocat, un chercheur, un auteur qui compte à son actif plusieurs ouvrages, mais qui est aussi politique. Madame, Messieurs, recevez avec moi pour la première fois, donc dites-nous la vérité, Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. C'est la première fois. Madame Élisée Odia, je vous dis merci pour votre invitation, me donnant ainsi l'occasion d'échanger avec le peuple congolais, l'opinion nationale et internationale via votre émission, des idées à la fois scientifiques et politiques, celles politiques n'engageant que ma propre personne. C'est bien, vous faites bien de le préciser parce que voilà, c'est vrai que certains vous ont connu à LCD, à l'UDPS. Maintenant là, vous n'engagez que la personne de Jean-Marie Kabengela. Bien sûr. Et tout ce que vous allez dire dans le cadre de cette émission, c'est ça? Ça va engager ma personne comme scientifique et chercheur et comme patriote congolais sur des questions brûlantes de l'heure dans notre pays. Ben d'accord, on commence tout de suite. Je suis là. On commence par mixage, c'est l'entame c'est d'ailleurs dans mon annonce, on savait on connaissait les 2 causes de l'infiltration. Parmi les autres causes, on connaissait le mixage, on connaissait le brassage, mais vous avez emmené autre chose, le mariage comme cause ou source d'infiltration des institutions de notre pays, que ce soit des institutions militaires ou des institutions étatiques. Comment vous arrivez à ça? Lorsque le chef de l'État, président de la République, s'oppose à ce qu'on puisse revenir sur le système de mixage et brassage, j'ai pensé, à mon humble avis, qu'il avait raison, parce que c'est par cette voie-là que les institutions de la République ont été infiltrées. J'ai poussé mes analyses et réflexions plus loin pour tomber sur la loi du 25 février 1975. Cette loi, d'aucuns auraient pensé qu'elle serait abrogée. À mon analyse. Que dit la loi? On va être pédagogique, méthodique, scientifique. Que dit la loi? La loi interdit tout mariage entre officiers et sous-officiers de l'armée avec une personne de nationalité étrangère. Et vous devez savoir d'ailleurs, parmi les critères de recrutement d'un militaire, il y a une des conditions, être célibataire. Et donc, lorsqu'on permet le mariage, on le soumet à cette interdiction de se marier à une personne d'une nationalité étrangère. Ça, c'était avant. C'était en 1975. Et j'ai fait des recherches pour savoir si cette loi a été abrogée. Je n'ai pas trouvé un texte abrogatoire. Certains pensent que cette loi aurait été abrogée
par la loi portant statut du militaire de 2013. Et quand j'ai scruté cette loi, j'ai trouvé que cette loi contenait dans ses dispositions finales et abrogatoires ce que nous appelons en termes techniques en droit une abrogation express spécifique. En effet, en droit, nous distinguons une abrogation tacite. Donc, de fait, c'est ça. Sans dire. Sans dire, ouais, sans dire mot. Cela revient à dire que lorsque une loi postérieure vient à statuer sur une matière qui avait fait l'objet d'une loi antérieure, okay. La loi postérieure est censée réputer, abroger l'ancienne loi. Vient en deuxième catégorie, l'abrogation express. Dans l'abrogation express, nous trouvons des espèces d'abrogation express. Il y a l'abrogation express générale et l'abrogation express spécifique. L'abrogation express générale, c'est lorsque le législateur, par le biais de dispositions finales et transitoires, dit sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Là, il s'agit d'une abrogation express générale. Vient maintenant une autre typologie que j'appelle l'abrogation express spécifique. Là où le législateur, au moyen des dispositions finales, transitoires et abrogatoires, cite spécifiquement le texte qu'il entend abroger. Tel est le cas de la loi de 2013 qui dit que est abrogée la loi portant statut des agents des carrières des services publics de l'État qui était applicable aux militaires. Et donc, cette loi de 2013 n'abroge pas le texte de 1975 parce que le c'est une abrogation express. C'est une abrogation express. Donc, express au regard de spécifique. Voilà, spécifique. Parce que le législateur n'a pas entendu, n'est-ce pas, abroger le texte de mais ça reste une abrogation. Non, ce n'est pas ça abrogé. Fait de cette, la loi de 75 devient obsolète. Non. La loi, pour être abrogée, soit devrait y avoir une abrogation express générale, ce qui n'est pas le cas de la loi de 2013, soit parmi les textes qui devraient être cités, on devrait retrouver cette loi-là. Cette loi est tombée caduque du fait de son non-application. Donc, on ne l'a pas appliquée, on a laissé les officiers et sous-officiers. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est tombé caduque? C'est quand une loi tombe caduque par non-application, il n'y a pas eu abrogation. Que l'on trouve les effets néfastes résultant de la non-application d'une loi, il faut maintenant réveiller les agents de l'État chargés de l'application des lois pour qu'on puisse maintenant redonner force obligatoire à la loi. La République démocratique du Congo n'est pas le seul pays, faut qu'on le dise, à avoir interdit le mariage des officiers sous-officiers avec des personnes de nationalité étrangère. En France, par exemple, pour qu'un officier se marie à une personne de nationalité étrangère, il faut une autorisation administrative de l'autorité hiérarchique. C'est ainsi que récemment, le Conseil d'État français avait cassé une décision refusant le mariage entre un officier et une personne de nationalité étrangère, le Conseil d'État ayant estimé que la personne à prendre en mariage ne constituerait pas un danger pour le secret défense. Le Rwanda interdit même le mariage entre catégories.
et soumet le mariage entre un officier ou sous-officier avec une personne de nationalité étrangère à la même autorisation administrative d'une autorité hiérarchique. Pas plus loin, le Burundi, en 2022. Il y a une loi qui est écrite de la même manière que la nôtre de 1975, qui interdit tout mariage entre un officier sous-officier burundais avec une personne de nationalité étrangère. Donc, vous savez, la question que vous m'avez posée, l'infiltration de nos institutions est passée non seulement par le phénomène de mixage et brassage qui a été favorisé par les rebelles qui avaient des militaires qui se sont infiltrés dans les institutions, mais également c'est passé par voie de mariage entre les officiers congolais avec les personnes de nationalité étrangère, notamment les femmes ou les hommes des pays limitrophes et les pays notamment ceux qui nous font la guerre. Votre réflexion, vos recherches font écho à la sortie médiatique que d'aucuns ont qualifiée d'hasardeuse de général, de porte-parole de l'armée, Sylvain Ekenge. Est-ce qu'il avait raison d'essayer de tenir ces propos-là en disant, en mettant en garde les officiers congolais à ne pas épouser? Là, on a pointé du doigt, on parlera des Tutsis congolais, ils existent, les Banyamulenge, mais regardez qui mariait. Est-ce qu'il avait raison de dire ça, de tenir des Je ne sais pas si les gens ont mal interprété parce que en sa charge, il n'aurait pas dû dire ça. Mais sur le plan scientifique, la science, il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que le droit. Il y a l'anthropologie culturelle, il y a la sociologie, la manière de vivre de peuple. Tous les peuples n'ont pas les mêmes manières de vivre. En scrutant, je dis le peuple mongo n'a pas les mêmes manières de vivre que le Kassaïen. Les Kassaïens ne vivent pas de la même manière que les Nandais. Alors, à partir de cas majoritaires, en sciences sociales, il est permis d'extrapoler. C'est-à-dire, lorsque un comportement est généralisé, même à 60%, il est admis en sciences sociales d'extrapoler pour dire que tel peuple se comporte comme ça. Tous les Kassaïens ne mangent pas le chien. Mais parce que la majorité des Kassaïens mangent le chien, on assimile tous les Kassaïens comme des mangeurs de chiens. Vous voyez? Alors, quand le général dit « faites attention », est-ce que l'on a interrogé les anthropologues, les sociologues? Là, on n'était plus dans la généralisation, on est dans la stigmatisation. Quand il pointe de doigt, quand il a pointé de doigt, c'est pas une émission sur le général, mais on veut comprendre, parce que vos recherches cadrent avec ça. Il parle par exemple des femmes Tutsis. Est-ce que c'est pas une stigmatiser une partie de la population? Il ne se ressourçait pas. Vous voyez, cette loi-là, avant le départ de Mobutu, cette loi a été rappelée comme une consigne générale donnée aux officiers. Et moi, j'ai plaidé un cas sur la question devant le Conseil de guerre supérieur, Conseil supérieur de guerre. Donc, c'était une façon de rappeler et de prévenir une des voies par lesquelles passe l'infiltration. Mais ce qui a été décidé parce que tout n'est pas seulement scientifique. Vous savez, la politique régente tout, mais en même temps que lui a écopé la sanction de suspension, on a suivi le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Ndondo, qui dit ceci, que le Rwanda et l'AFC M23 ont un partenariat ayant pour finalité de traquer les FDLR, suivez très bien, et protéger les Tutsis congolais.
question. Pourquoi le Rwanda ne peut pas protéger les Nandais, le peuple Nandais? Est-ce qu'il est permis en droit international? Il n'y a pas des exactions, entre guillemets, selon certains rapports. Il n'y a pas une stigmatisation de la population nandais, comme c'est le cas aujourd'hui avec les Tutsis congolais, qu'on appelle les Banyamulenge. Non, la question n'est pas là. Les Tutsis congolais qui bénéficient de la protection du Rwanda. Ils n'en veulent même pas, hein, si on entend. La plaît. plupart n'en veulent pas de cette Qui protection. bénéficient de cette protection au dire du ministre rwandais des Affaires étrangères. N'est-ce pas une façon de dire, ce sont nos envoyés chez vous. Ils ont une mission, et lorsque ces gens-là, que nous avons infiltrés, sont en difficulté, il est de la responsabilité du mandant, le régime de Kigali, de les protéger. Est-ce que tout Tutsi, tout Banyamulenge est infiltré? Il faut C'est interroger maintenant le ministre rwandais des Affaires étrangères. Non, mais est-ce De qu'il quel ne veut pas droit- s'aimer un peu la zizanie entre De quel communautés? droit? C'est pas s'aimer la zizanie entre communautés congolaises? Mais nous sommes sur les factuels. Sa position nous amène à poser des questions. Nous sommes sur les phénomènes infiltration et les conséquences. En le disant, il nous pousse à croire à quoi? Seul, Qui veut nous piéger, par exemple, faire en sorte qu'on soit traiteux entre nous. On peut également penser à ça. bon, moi, je pense qu'il connaît la vérité. Et cette vérité finit toujours par sortir par des mots non réfléchis. Comme l'on dit, mentez, mentez, il en restera quelque chose. Parce que l'on ne peut pas, le Rwanda ne protège pas. Au Nord Kivu, il n'y a pas que les Tutsis congolais qui seraient victimes d'exactions de FDLR. Il y a beaucoup d'autres peuples. Pourquoi le Rwanda vise la protection des Tutsis congolais? Pourquoi Le génocide de 94, vous pensez que ça y est pour quelque chose aussi? C'est une bonne question, madame. Vous savez, j'ai lu la constitution rwandaise de la République du Rwanda, où lorsque l'on parle du génocide de 1994, ce génocide n'aurait fait comme victime que le peuple Tutsi. Les Hutus, aucun Hutu n'aurait été tué. Aucun Twa n'aurait été tué. Au point que, aujourd'hui, lorsqu'on qualifie certains comportements de négationnisme, on vise à protéger un seul peuple, le peuple Tutsi. Vous trouvez ça normal. Mais ils ont été victimes de génocide. L'avion d'Abiyarimana n'a pas été abattu par le peuple Hutu. Comprenez? Il y a eu disproportion de réaction entre Hutu et Tutsi. Non, il y a eu génocide. Il y a eu génocide. S'il vous plaît, je sais que vous évitez des mots parce qu'on va être factuel aussi. On vous brandit les négationnismes. Mais nous sommes sur le fait. J'ai travaillé sur la question lorsque j'ai préparé mon TFC sur la prescription des infractions politiques et économiques. N'est-ce pas? Si l'avion d'Abiyarimana n'avait pas été abattu, est-ce que le peuple Hutu, qui a senti que l'un de leurs leaders était abattu, aurait réagi? Oh, vous n'êtes pas en train de justifier le génocide. Je ne justifie. Comme on n'aimerait pas qu'on puisse justifier l'agression rwandaise. On ne supporte pas qu'on puisse justifier, peu importe la raison, on ne justifie pas l'agression rwandaise. Donc aujourd'hui, on ne peut pas justifier le génocide. Que l'on note ceci, que les génocides de 1994 n'a pas fait des victimes que seul le peuple Tutsi. Les Twa sont tombés, les Hutus également. Que c'est injuste pour que
Paul Kagame puisse faire inscrire dans une constitution que les génocides de 1994 n'auraient fait comme victime que le peuple Tutsi. C'est injuste. Mais si c'était pas le cas, on allait donner un autre mot. C'est génocide justement parce que c'est une ethnie, c'est un peuple qui est, voilà, une ethnie qui a été attaquée parce qu'ils sont Tutsis. C'est un peuple hégémonique. C'est le génocide. C'est en ça que ça a été le génocide. Sinon, si on avait répertorié Est-ce qu'avant le génocide de 1994, y avait-il de Tutsis congolais? Est-ce que c'était à... Ils sont là depuis je ne sais pas. 60. Je ne suis pas habilité à vous poser des questions. 60, on nous parle de 60. On peut se poser la question. Ils sont là depuis des années quand même. On peut remonter du temps de Mobutu, vous diront certains. Vous n'êtes pas très convaincus par l'existence des... Non, je ne suis pas convaincu. Surtout la position du ministre rwandais des Affaires étrangères fait reposer la question. Aujourd'hui, on reparle de mariage, surtout entre les officiers, sous-officiers qui peuvent pas se marier. Mais on se dit, depuis que le régime actuel est arrivé, on a l'impression comme si on veut écarter une certaine catégorie de personnes. On se souvient de la loi Tchani. C'était également pour exclure d'autres. Et là, on a vu certaines sorties, mais en vous suivant, on a l'impression, c'est comme si vous voulez exclure également une catégorie de la population congolaise. Et c'est ça ce que nous a apporté le régime de Tshisekedi aussi. Il risque de dire ça pas. Non, on n'exclut personne. Chaque charge publique, son exercice est soumis à certaines conditions. Tous les licenciés ne deviennent pas des avocats ou des magistrats. Pour devenir avocat ou magistrat, il faut être licencié en droit. Pour faire ce que vous faites aujourd'hui, vous devez avoir une formation en journalisme. Ah, ça compte plus, hein. N'importe qui devient journaliste, hein. De toute façon, si on suit la loi, si on suit la loi, oui. Si on suit la loi, ce sont là la condition. Ainsi, pour être militaire et disposé à servir la nation, donner son sang pour la patrie, il y a des conditions. Vous parlez bien de la proposition de loi, c'est pas une loi, bon, une proposition. J'ai suivi le débat et moi j'avais pris position en organisant une conférence débat qui était intitulée Question des nationalités à travers le texte constitutionnel, où j'ai démontré que la question des nationalités était imminemment constitutionnelle, que la loi sur la nationalité tirait la grande substance de la Constitution, qu'il était malvenu de modifier la loi sur la nationalité sans que la Constitution sur les dispositions relatives à la nationalité congolaise soit modifiée. Et je pense que c'est cela qui a fait que cette loi-là soit mise en veilleuse jusqu'aujourd'hui. Et donc, revenons à votre question. On n'exclut personne de l'exercice de certaines fonctions. La Constitution elle-même, le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale doivent être des Congolais d'origine. Au Gabon, on peut même admettre que si vous êtes Gabonais par acquisition, que ce soit la 4e génération. Donc, les parents inclus. Donc, aujourd'hui, vous changez de nationalité, vous devenez Gabonais, votre enfant ne peut pas devenir président de la République, vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, oui. Est-ce qu'on doit faire comme tout le monde? Non, c'est pour protéger les intérêts vitaux de la nation, si c'est pour protéger la souveraineté, l'intégrité territoriale d'un État, chaque État est libre de penser sa norme, je dis que le fonctionnement de ses institutions. Au regard de notre pays, est-ce que vous pensez que ce sont des lois qu'on peut mettre ou adapter? Oui, il faut protéger, et c'est le sens même de mon ouvrage qui a été préfacé par la professeure Nicole Ntumba-Boatia Dirkaba du chef de l'État, que je salue en passant. Cet ouvrage est intitulé « De la nécessité
d'un verrou protecteur de l'intégrité territoriale par la révision constitutionnelle. Analyse diachronique et synchronique des textes constitutionnels se rapportant à l'intégrité territoriale en droit interne congolais et en droit comparé africain. Est-ce que vous avez pris le temps d'écrire l'intitulé de l'ouvrage? Sinon, si vous me suivez sur YouTube, vous appuyez sur pause et parce que l'intitulé là, il faut le lire. Mais donc je propose, comme d'autres nations avant nous ont protégé leur intégrité territoriale. Le Tchad, par exemple, que ça soit à l'occasion de la signature, de conclusion, signature des accords internationaux ou des traités, que ça soit à l'occasion de la révision constitutionnelle, vous ne pouvez pas entamer une révision constitutionnelle et l'achever lorsqu'elle aura pour finalité d'entamer l'intégrité territoriale. La République du Niger, dans mes études, sert d'exemple d'une disposition pareille à notre article 220, chez eux c'est 175, une disposition verrouillée. Chez nous, l'article 220 est une disposition non verrouillée. Raison pour laquelle, s'il y a révision, il faudrait envisager cette révision, identifier les matières à verrouiller et à la suite verrouiller l'article 220. Donc, il y a des études comparées et vous verrez que dans chaque nation, les valeurs que l'on considère comme valeurs fondamentales, on les protège de manière particulière, de manière spécifique. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que vraiment, on est peut-être, selon vous, obligé de mettre des verrous pour protéger l'intégrité de notre pays. C'est parce que, comme on le disait tantôt, il y a des infiltrations à répétition. Oui. Mais ça date de quand, ces infiltrations? On va pas nous dire que, surtout ne me dites pas que ça date du temps de Kabila. Non, ça date de longtemps. On a laissé passer, on n'a pas assez protégé les institutions. Il suffit de lire la plupart d'écrits de Ngwanda et d'autres auteurs de renom international. Vous vous rendrez compte que nous avons laissé passer, nous nous sommes laissés infiltrer. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut remercier la position du président de la République qui tend à fermer la porte au phénomène brassage, mixage, mariage également, parce qu'il faut revenir sur la loi. La loi existe, sauf si on me prouvait qu'elle a été abrogée juste pour protéger nos institutions. Rappelons-nous que même la tentative de déstabilisation des institutions, ça passe par l'infiltration. La plupart du coup d'État en Afrique, c'est toujours par le moyen d'infiltration. Vous avez vu comment on a arrêté Maduro, et les Américains n'ont pas eu la langue en poche pour dire que nous avons suivi comment il mange, à quelle heure, comment il s'habille, quand est-ce qu'il sort. Tout ça, c'est au moyen de l'infiltration. Lorsque une institution est infiltrée, il y a de grands dangers que on parvienne au renversement de la situation. Alors nous devons protéger non seulement nos valeurs fondamentales, mais également nos institutions ainsi que les animateurs de nos institutions. La difficulté avec la RDC est qu'elle se fait infiltrer facilement et elle n'arrive pas à infiltrer. C'est notre faiblesse. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que comme on vous entend parler, l'infiltration ne s'arrêtera jamais. Elle est vieille comme le monde. Il y aura toujours des infiltrations, mais pourquoi nous, à votre avis, on n'arrive pas à infiltrer les autres? En tout cas, de l'extérieur, c'est ce qu'on peut voir, je ne sais pas. On a du mal à infiltrer. Nous n'avons pas un seul peuple hégémonique. Ceux qui font de l'infiltration leur préoccupation, c'est un peuple hégémonique.
Nous sommes plusieurs Les peuples. États-Unis n'est pas un pays hégémonique, mais pas un peuple. Nous sommes de plusieurs cultures et nous constituons un seul peuple congolais et nous n'avons pas intérêt à infiltrer. Mais je pense que sur le plan diplomatique, les sessions s'organisent à travers les missions diplomatiques pour pouvoir avoir des informations. Là, c'est actuellement, vous avez l'impression qu'ils s'organisent mieux actuellement qu'avant? Actuellement, je pense que la diplomatie, que sous le leadership du président de la République, a apporté beaucoup de bénéfices au peuple congolais. Je suis convaincu de ce que si ce n'était pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays, le phénomène Sassou Nguesso se serait produit ici. Mais par sa diplomatie agissante, par la confiance... Quand vous dites entre lui et Kabila, Sassou Nguesso, entre lui et Kabila. Bien sûr, Kabila avait mis tout le système en place, raison pour laquelle... Quel système il avait mis en place? Il a fait une passation civilisée du pouvoir. Il y a eu la première alternance avec... à cette personne-là, on peut l'accuser de tous les mots, mais pas ça quand même. D'accord, je vous réponds. En criminologie, plus particulièrement en criminologie clinique, qui est une science qui permet d'observer le criminel à son chevet, en étant à son chevet, nous renseigne qu'un criminel organisé, professionnel, prépare le coup bien avant le moment où les gens dorment. Madame Élisée Odia, rappelez-vous, et j'ai des coupures du journal officiel de la République démocratique du Congo, qui renseigne qu'en date du 27 décembre 2018, à 3 jours de la tenue de l'élection présidentielle, Joseph Kabila avait pris au moins, je dis bien au moins, 29 ordonnances de mise en place, de promotion d'abord dans les forces armées de la République démocratique du Congo, promouvant les officiers au grade des généraux. Il a offert des affectations aux généraux, notamment même dans l'école de renseignement et de stratégie. Il y a une brigade de réaction rapide. On y a mis des gens. Quand vous allez maintenant au niveau de l'administration, c'est plusieurs personnes qui ont été promues. Et les généraux, il y en avait à peu près 137. Il en avait qualité. 157. Il en avait qualité. Il en avait qualité, mais la période. Les 14 suspects, voilà. C'est dans une période, quelqu'un qui quitte le pouvoir à 3 jours de la tenue. Mais il reste au président jusqu'au dernier jour. Il exerce ses fonctions. C'est une période suspecte en ce que 90 jours avant la tenue des élections, il est en train de préparer son départ. 90 jours. Mais il pose des actes jusqu'à la fin, en tant que président. Comme vous n'avez pas le même regard d'analyse que moi, ça paraît bénin. Pour nous, ce n'est pas bénin. Déjà, le 14 juillet, Joseph Kabila prend une ordonnance de réorganisation du cabinet du président de la République. Vous, comme journaliste, 14 juillet 2018. 14 juillet 2018. L'ordonnance existe. Une ordonnance de réorganisation du cabinet du président de la République. Ça paraît bénin au commun des mortels. Pas à nous, juristes, et pas plus particulièrement à nous qui nous intéressons à la question de la criminologie clinique. Alors, voyez aujourd'hui avec le phénomène des interpellations et des arrestations. Vous savez ce qu'on a trouvé, ce qui justifie les arrestations. C'est cette mise en mouvement que le système, le régime en place est en train de démanteler. Et donc, si on a démantelé, c'est-à-dire que le coût
pouvez venir à tout moment. Et je vous informe, je le dis une fois. Si le coup n'a pas réussi, c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu la volonté de le faire. Si nous allons dans la Bible, on dirait que Dieu a frappé les adversaires du régime en place de l'esprit de cécité, de confusion. C'est la question de savoir, et si on fait le coup, qui prendrait le pouvoir? Qui serait le président? C'est pendant ce temps qu'il y a eu fuite. Madame Élysée, je vous dis que ce que je vous dis, c'est vérifiable à travers le journal officiel, à travers le comportement des gens, que, effectivement, le monsieur n'avait-il pas dit qu'il ne disait pas Dieu, il nous disait au revoir. Là, c'est Kabila qui avait dit ça. Pourquoi? Pourquoi vous pouvez le dire? Vous pensez que c'est de bonté de cœur? Donc, vous êtes en train de nous dire qu'il y avait un système qui a été mis en place par Joseph Kabila avant son départ du pouvoir et qu'il aurait orchestré, il aurait orchestré un passage civilisé. Non, lui préparer, ça c'était comme ce qui s'est passé. Lissouba avait pris le pouvoir. Madame, est-ce que vous rappelez qu'au-delà des ordonnances, Kabila laisse à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale qui? Mabunda. Au Sénat, Tambou Mwamba. Au gouvernement, Ilunga. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu des ordonnances déjà signées par le président de la République qu'Ilunga avait refusé de contresigner? Est-ce que vous savez qu'on a recouru au premier vice-premier ministre, Kankonde, lorsque Ilunga a eu un simple empêchement d'être à Lubumbashi pour le faire contresigner? Est-ce que vous savez que par ce comportement-là, on voulait créer juste une occasion de contestation? Rappelez-vous pour quelle cause Mabunda a été déchu. Tambou Mwamba a été déchu. Regardez bien le comportement de cette période-là. On créait tout simplement les conditions favorables à la crise pour que l'on puisse intervenir. Dieu merci, tous ceux qui ont été promus, affectés, beaucoup d'entre eux étaient et sont revenus à la raison pour dire qu'il n'y avait pas de chance de le faire, de rester, d'adhérer à cette logique contre un compatriote congolais. Mais parmi ceux qui étaient bénéficiaires de tout cela, il y en a qui sont restés loyaux plutôt à cette idée et qui ont continué et qui ont été dénichés et démantelés par le service. On vous entend parler, on a peur parce qu'on se dit, mais si c'est comme on se posait la question, ces officiers, on est un pays où autant d'officiers sont arrêtés. Ça fait peur. Qui protège qui? Mais, madame, est-ce que vous pouvez vous imaginer que de tout le règne de Joseph Kabila, c'était la première fois de voir 157 officiers supérieurs promus au grade de général. Mais on est passé de là, Kabila fait son temps. Vous comprenez ça? De tout son règne. Comment expliquer que c'est au moment où il lui restait 3 jours pour quitter le pouvoir qu'il fait cette promotion en cascade? Pourquoi ne l'avait-il pas fait avant? Voilà. Je vous donne comment nous utilisons en criminologie et droit pénal. Vous voyez, vous avez mémoire l'affaire Chebeya. Je m'étais occupé de relevés téléphoniques, l'analyse de relevés téléphoniques, ce mois. Qu'est-ce que j'ai constaté? Que tout le temps, Daniel Mukalayi ne pouvait pas être à son bureau au-delà de 16 heures. Au-delà de 16 heures, Mukalayi n'est pas en son bureau. Curieusement, ce qui trahit maintenant le comportement, c'est quoi? Le jour de l'assassinat. Donc, un jour avant l'assassinat, il était là jusqu'à 18 heures. Le jour de l'assassinat, c'était jusqu'à 20 heures. Question. Quel est l'élément? Et j'ai fait l'analyse sur 5 mois avant et 3 mois après. Exceptionnellement, le jour de l'assassinat de Chebeya, Mukalayi était resté à son bureau jusqu'au
à 20 heures. Pour vous, c'était un indice, c'était pas... C'était des indices. Chez nous, on ne blague pas avec les indices. Un jour avant, j'ai fait le relevé téléphonique qui le trace où? À Materdei. Chemin par lequel on est passé avec le corps de Chebeye pour aller déposer à Mitendi. Question. Comment vous êtes retrouvé? Non, j'allais à l'UPN. Toujours relevé téléphonique. Quand on dépose le corps, à 23h32, on voit les assaillants qui font l'appel envers Mukalaï. Ils sont pris en charge par l'antenne qui prend en charge la résidence de Mukalaï. Donc, c'est vous dire que, à un moment, le service peut travailler et tracer les gens et les démanteler. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être vécu aujourd'hui. C'est ce qui est en train d'être vécu aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes pour lesquelles on va essayer d'aborder d'autres questions. On a parlé de l'infiltration, de la nécessité pour la RDC de se prémunir, de se protéger. Vous êtes pour que le mariage soit considéré comme un moyen où on peut éviter les infiltrations. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui partagent cet avis. C'est la loi. On abroge la loi, on modifie la loi. C'est pas moi, c'est la loi. Elle existe. On parle de la loi, mais on revient. Vous avez parlé de l'affaire Chebeya, mais vous étiez également celui qui a essayé de critiquer les arrêts de la Cour constitutionnelle s'agissant de l'affaire Matata Ponyo. Matata Ponyo qui s'est exprimé récemment devant les médias, qui multiplie quand même des sorties médiatiques, qui s'en prend à la justice, qui qualifie la justice de tribalo-ethnique. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Bon, je n'aurais pas voulu recevoir cette question pour plusieurs raisons. Mais en tant que scientifique, quelqu'un qui a critiqué l'arrêt Matata, je l'ai critiqué sur plusieurs points. Point de la procédure, point de déclenchement de la procédure. En fait, quand vous lisez l'arrêt, la Cour constitutionnelle vous dit que, contrairement aux faits qui avaient fait l'objet de l'instruction sous RP 001, cette fois-ci, dans RP 002, il s'agit de faits nouveaux. Alors là, je suis en disant, mais pour des faits nouveaux, le règlement intérieur du Sénat veut qu'il y ait une nouvelle autorisation. C'est que le procureur général, après la Cour constitutionnelle, n'avait pas reçu. Donc, on ne pouvait pas se servir de l'ancienne autorisation pour poursuivre des faits nouveaux. Et je démontre que quand Matata avait soulevé l'exception d'incompétence devant la Cour de cassation, la Cour de cassation avait, de manière hasardeuse, considérer cette exception d'incompétence comme une exception d'inconstitutionnalité. Quoi qu'il en soit, la Cour constitutionnelle a été saisie d'une exception d'inconstitutionnalité entre guillemets. Vous avez dénoncé la procédure, disons. Alors, maintenant, quand ça arrive à la Cour constitutionnelle dénature l'objet de la demande. Ça cesse d'être une exception en inconstitutionnalité. La Cour traite la question sous le mode, sous la saisine d'interprétation de la Constitution. Ça, j'ai critiqué. Mais là où Matata m'a surpris, c'est que le profil scientifique, le profil politique que le peuple congolais lui reconnaît ne lui aurait pas permis de descendre jusqu'à penser que la justice congolaise était entre les mains des Kassaïens. Il a cité l'inspection. RP 001, c'est un Kalouba qui l'avait élargi. N'est-ce pas? Et dans toute la composition, je ne sais pas ce qu'il entend par tribu du président de la République. Le Kasaï oriental ne constitue pas une tribu. C'est une province. À ma connaissance, Kamouleta n'est pas de la tribu d'Étienne Tshisekedi, donc de Félix Tshisekedi. Il est du Kasaï oriental, mais pas de la tribu. Bokona, il est de Maïndombe.
Kalume est du Maniema comme Matata Ponyo. Kaindo est du Nord Kivu. Yuma est d'Ituri. Mandia est de Nord Ubangi, si je ne m'abuse pas. Mais pas tous, ils étaient 7. Mais sur 7, Lumu est de Lomami. Sylvain Lumu est de Lomami. Je ne vois pas quelqu'un de Kabeya Kamwanga là-bas. Même celui qui est kassaïen comme Kamouleta n'est pas de Kabeya Kamwanga pour dire que c'est la tribu du président. Le corps de l'espace Kassai, vous vous rendez compte, on en est arrivé là. On est obligé. En 2026, on est pratiquement obligé de donner l'espace géographique ou les provinces des gens. Et on peut tout reprocher, je reviens sur Kabila, on peut l'accuser de tous les maux du monde, mais on ne voyait pas ça, on ne voyait pas ce repli communautaire, ce repli identitaire à l'époque de Kabila quand même. Attention madame, peut-être vous ne faites pas bien les analyses. Celui qui a tué l'Amiba, c'est Kabila. Tout simplement parce que le peuple Kassai lui avait dit non. Il ne l'avait pas bien accueilli. Regardez bien dans la justice. C'était plus excusez, vous m'amenez au débat. Non, on est là. Moi-même, je suis un peu. Pas justifier Kabila comme quelqu'un qui était correct par rapport au traitement discriminatoire. Mais vous ne sentez pas cette exacerbation du communautarisme, de repli identitaire? Ça ne s'est pas accentué parce qu'aujourd'hui, dans les institutions, vous trouvez toutes les provinces, toutes les tribus. Et donc, aujourd'hui, ce sont des gens qui veulent voir toujours le mal dans le chef du régime en place, qui penser qu'il y aurait des traitements discriminatoires. Vous pouvez me dire quel traitement discriminatoire? À l'endroit de qui? De Katumbi, qui ne peut pas revenir, Matata, on a comme ça. Kamere n'est pas du Kasaï oriental, pour qui je me suis époumoné, risquant même ma vie. Vous comprenez? Vous savez, pour les anthropologues, le peuple congolais, dans sa dimension, chaque peuple a des vertus. Les guerriers, ce sont les gens de l'Équateur. Donc, le philosophe, les juristes, c'est plus les Kasaï, les grands Kasaï. Les économistes, c'est l'espace Bas-Congo. Vous voyez? Mais quand on perd de vue cette donne, on pense que tout le peuple, nous n'avons pas le même... Vous n'avez pas cité l'espace katangais au swahiliphone, eux, ils sont plus encore. Comme ça, on est quitte, hein. Faut pas qu'on nous traite les Katanga, je ne fais pas une liste exhaustive mais je n'ai pas cité les Bandundu. Donc, je peux me limiter là. Donc, il n'y a pas ce repli identitaire, ni ce relent. Ça n'existe pas pour preuve. Vous savez, il y a un problème que les gens peuvent vivre. Comment le régime ici pourrait se replier dans les considérations identitaires dès lors que le président de la République, sa femme n'est pas du Kasaï? Moi qui vous parle. Comprenez? Donc, il faut, des fois, quand on n'a pas de critique avérée, il y a lieu de se taire. Lieu de se taire, on va aborder la toute dernière partie de cette émission et ça sera une ou deux questions. On va parler du dialogue, on vous prend en tant que politique. Maintenant, dialogue, oui, le chef de l'État est dispo. On le fait avec qui et où, selon vous? Le dialogue, au même format que la conférence nationale souveraine, doit se tenir ici dans le pays. Donc déjà format conférence nationale souveraine. Oui. Ici dans avec autant de délégués qu'il y avait autant de délégués, ça sera ici au pays parce que nous l'avons fait une fois sous le format de la conférence nationale souveraine. Qui va participer? Il ne faut pas que les gens qui ont des comptes à rendre à la nation pour des crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes de guerre, viennent trouver une blanchisserie au niveau du dialogue. Et c'est là que le chef de l'État dit que
Il ne pourra pas dialoguer avec n'importe qui. De toutes les façons, le chef de l'État, comme garant du bon fonctionnement des institutions, garant de l'unité nationale, à l'exemple de Mobutu, en convoquant le dialogue, lui doit rester au-dessus de la mêlée. Non, il fait partie du problème. C'est certaines classes politiques. Quel est le problème qu'on le reprocherait à l'institution président de la République? De n'avoir pas protégé le pays contre l'agression rwandaise. Et sous Kabila? Sous Kabila? Lisez bien Rwanda, lisez bien d'autres auteurs, passez en revue l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, vous serez édifiés. Donc, au contraire, le chef de l'État a fait beaucoup d'efforts pour éviter le bain de sang dans ce pays, et pour cela, on doit le remercier. Parce que, n'eût été la diplomatie agissante, s'il était belliqueux, comme le régime passé. Madame, vous savez combien de gens ont été tués? Vous connaissez comment Armand Tungulu a été assassiné? N'est-ce pas? Je vous dis, dans l'affaire Alamba, j'ai participé. Le général de Mémoire Mukuntu appelait en titre de renseignement pour dire qu'est-ce qu'il connaissait de ce que Alamba avait fait. Le général, je m'incline devant sa mémoire, dit: moi et Alamba, nous avons posé des actes parce que le régime qui venait d'être instauré au pays, le régime Kabila, Joseph, avait besoin des gens qui pouvaient poser des actes sans état d'âme. C'est bien. Poser des actes sans état d'âme. Madame Luc Nkululu, Chebeya, les adeptes de Bundudia Congo, Aimé Kabila, professeur, beaucoup d'autres. Est-ce que vous avez suivi ça sous ce régime? Là, on est en pleine arrestation arbitraire. Qu'est-ce On que arrête. Vous êtes un homme de droit. On part prendre quelqu'un comme Shadari chez lui, Obaminako chez lui, Madame, et jusqu'à présent, 1 mois après, 2 mois après, il n'est pas toujours déféré devant son juge naturel. On ne sait pas ce qui lui est reproché. On citer autant. Donc il y a restriction des droits et des libertés. Je ne vous ai pas rencontré sur le chemin de l'UNIKIN faisant avec nous le cours de droit. Et notamment, n'empêche qu'on puisse connaître. C'est pourquoi je vais vous expliquer notamment la procédure pénale. Je me suis arrêté. Toutes les infractions. Entre parenthèses, je me suis arrêté en moi en bas. Donc c'était tout proche de l'UNIKIN. Très bien. Alors, toutes les infractions ne sont pas considérées comme des infractions de droit commun. Les infractions attentatoires à la sûreté de l'État sont régies par des lois particulières. Il y a la loi de 1960, un décret de 1960, comment on se comporte. Il y a la loi de 1961, et puis l'arrêté de la même date. Je n'ai pas de précision, mais ce sont ces textes qui, de manière particulière et spécifique, régissent la procédure des poursuites, d'arrestation et de détention, d'internement de personnes qui ont commis des actes attentatoires à la sûreté de l'État. Et là, les textes que je viens de citer disent que ces gens-là doivent être détenus dans des endroits autres que les détenus de droit commun. Mais avec Shadari Minako, on n'en sait rien. Qu'est-ce qu'on leur reproche? On ne sait pas s'ils ont essayé d'attenter à la sûreté de l'État. Vous êtes rendu quelque part, vous avez posé la question, on ne sait pas. Madame, je vous parle des choses sérieuses, attentatoires à la sûreté de l'État. Vous nous faites une révélation? Non, on n'avait pas cette info, hein. Madame, vous êtes une journaliste expérimentée et je ne viens pas devant vous pour raconter ma petite vie. Si vous avez vu, il faut aller maintenant. Vous savez, si on veut savoir avec qui vous êtes, le téléphone trace tout. On décrypte tout.
vous ne me posez pas la question, comment Ibalan qui est parti? C'est une fuite en avant. Et tout sera, vous êtes en contact avec certains milieux diplomatiques. Mais il savait, par exemple... Vous avez des contacts avec le milieu extérieur parce que vous êtes une journaliste d'expérience. Faites de recherche. Ne vous contentez pas de ce que l'on dit à l'interne. Mais on prend le cas Ibalanki, s'il savait que Ibalanki, il devait être au courant, comment on a pu le laisser partir? Vous savez, les techniques qu'on utilise en termes de recherche et d'arrestation des personnes qui ont commis des actes attentatoires à la sûreté de l'État, on utilise des méthodes particulières. C'est pas la procédure pénale de droit commun. On peut vous laisser, mais on vous surveille. On vous laisse pour savoir vos communications là jusqu'au bout. Jusqu'où? Mais madame, dans le temps où la sécurité, l'intégrité physique, la vie du chef de l'État est mise en péril, on vous trouve que vous êtes en train de correspondre avec le régime de Kigali. Que Nang a dit, lorsque nous avons créé l'AFC, il y a eu des personnalités politiques, des organisations civiles et politiques qui ont adhéré. Vous pensez que toutes ces personnes, ces organisations se trouvaient à Goma? Il y en a ici. C'est pourquoi on vous dit que on est en train de démanteler tout un système. Kabila, comme il est condamné, peut pas être là. Il est déchu des droits politiques. Or, participer à un dialogue, c'est l'existence d'un droit politique. Il ne viendra pas. Fayoul viendra. C'est Sanga peut-être. Pourquoi peut-être? S'ils acceptent, parce qu'il semble que Moïse Katumbi a dit non. Ouais, mais il y a trop de conditionnalités. Il y a beaucoup trop de conditionnalités. Alors, pour le présidium, ça ne sera pas, pour moi, ça ne sera pas l'Église catholique qui a déjà montré ses couleurs, qui est trop critique envers le régime. Un pasteur qui aurait dû naître, alors en ce moment-là, on va choisir les professeurs d'université. C'est ma proposition. Vous en connaissez, vous, des professeurs sans couleur politique ici? Donc, honnête, parce qu'il y a des professeurs, lorsqu'il s'agit d'une question de l'objectivité de demeure. Confession musulmane, chez catholique, on va prendre les abbés autres que Cholet, Ambongo et Mouteba. Et moi, j'ai proposé, pourquoi pas Blaise Kanda. On va encore crier que c'est un Kassaïen. Mais de toute façon, on va prendre aussi dans la jeunesse, on va prendre quelques gens. Dans les ONG, on va prendre chez vous, on va au barreau, on va prendre des gens pour qu'on puisse parler. Mais alors, la conséquence, c'est quoi? Si ce dialogue aboutit à la révision constitutionnelle, il faut qu'on tire les conséquences. Si le dialogue remet en cause l'ordre institutionnel en mettant en place une transition, vous comprendrez que personne ne reprocherait au chef de l'État de briguer un énième mandat. Donc, quand on demande quelque chose, il faut que dans leur bac de réflexion, ils pensent aux tenants et aboutissants et surtout les termes de référence. On attend. On attend le terme des références des autres, mais Maître Kabengela Ilunga, merci d'avoir répondu à notre... J'avais envie de mettre à suivre. Oui. Donc je dis, c'est pas la fin, mais on dit à suivre. On va continuer la discussion très bientôt dans le cadre justement de ces termes de référence, peut-être autour du dialogue, mais aussi qui sait autour de vos différents ouvrages qui vont paraître très bientôt. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de cet honneur que vous m'avez fait. Merci aux téléspectateurs de plus en plus nombreux à nous suivre dans le cadre de cette émission Dites-nous la vérité. Restez-nous fidèles, continuez de nous suivre sur BON Télévision, mais surtout allez vous abonner également massivement. Je sais que vous le faites déjà dans notre chaîne YouTube Élysée Odia TV. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Prenez soin de vous. Okapi, c'est bien plus qu'une marque. Spécialisée dans la conception et fabrication de produits électroniques tels que téléphones, ordinateurs, voitures et motos électriques, nous plaçons la satisfaction au cœur de nos priorités. À travers plusieurs projets majeurs en cours de réalisation, destinés à renforcer le développement technologique de l'Afrique et du monde, Okapi, l'innovation propre.